Et si on prenait une seule journée, pour essayer de comprendre le monde? Disons le 23 janvier 2026. A priori, une date comme une autre. Sauf que, si on gratte un peu sous la surface des gros titres, on découvre quelque chose de fascinant. On y voit toutes les grandes tensions, toutes les lignes de faille qui traversent notre société. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà le tableau. Le même jour, on a d'un côté les ultra-riches qui sabrent le champagne à Davos pour leur fortune record, et de l'autre, à New York, 15 000 infirmières qui sont dans la rue. Pourquoi? Pour des conditions de travail dignes. C'est quand même un contraste saisissant, non? Et ce n'est pas juste une coïncidence, c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir. C'est la première grande fracture, et elle annonce toutes les autres. Bon, première grande thématique, la géopolitique. On va regarder comment le grand jeu de pouvoir mondial est en train de changer. Et pour faire court, les anciennes règles ne tiennent plus vraiment la route. Écoutez bien ça. L'ordre international fondé sur des règles est mort. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Premier ministre canadien, Mark Carney, qui dit ça en plein Davos. C'est une phrase qui pèse lourd. Ça veut dire en gros, arrêtons de faire semblant. La belle époque de la coopération, c'est fini. On entre clairement dans une ère beaucoup plus, disons, musclée. Et ce nouveau climat de confrontation, il se matérialise dans un endroit assez inattendu, l'Arctique. C'est devenu le nouveau Far West. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'OTAN, tout le monde veut sa part du gâteau. Il faut comprendre que la fonte des glaces, ce n'est pas juste une question écologique. C'est aussi l'ouverture de nouvelles routes maritimes et l'accès à des ressources minières énormes. Alors forcément, la tension monte d'un cran. La course s'est lancée. Et cette méfiance, on la retrouve aussi en Europe. Un sondage montre bien que les Européens voient des menaces un peu partout maintenant. Et la conséquence directe de tout ça, c'est ce chiffre. 73% des sondés pensent que l'Europe doit se débrouiller toute seule pour sa défense. Ce n'est plus juste un débat d'experts à Bruxelles. L'idée d'une autonomie stratégique, ça devient une demande populaire, une vraie prise de conscience. Alors ces tensions géopolitiques, elles sont le miroir d'une autre fracture. Une fracture qui nous touche peut-être plus directement, l'économie. Et là, on revient à notre point de départ. Ce gouffre incroyable entre une toute petite minorité et bien tous les autres. 3000, c'est le nombre de milliardaires sur la planète. C'est un record absolu. Et le plus fou, c'est qu'un rapport d'Oxfam, publié en plein milieu de Davos, qui nous l'apprend. Pendant que les élites se réunissent, on découvre que leur richesse a littéralement explosé, avec une croissance de plus de 16% en un an. L'écart se creuse à une vitesse vertigineuse. Et pendant ce temps-là, pendant que ces fortunes s'envolent, la Société Générale, une grande banque française, annonce tranquillement la suppression de 1800 postes. La raison officielle? Optimiser les coûts. On a l'impression d'entendre deux histoires qui se passent sur deux planètes différentes. Mais non, c'est bien le même jour, dans le même nom. Et puis, il y a ce témoignage. Des bébés sont placés dans les couloirs par manque de berceau. Ça vient d'une des infirmières en grève à New York. C'est une image terrible. Ça montre bien que leur combat, ce n'est même plus une question de salaire. C'est une question de dignité, de moyens de base pour pouvoir faire leur travail correctement. Ça en dit long sur l'état de nos services publics. Le tableau est donc assez clair. D'un côté, on a des services publics qui sont à l'os, et de l'autre, des fortunes gigantesques qui, elles, sont de plus en plus mobiles. L'argent file vers des endroits comme Madrid, Milan ou Dubaï, des villes qui se font concurrence pour offrir la fiscalité la plus douce possible. C'est un système à deux vitesses parfaitement organisé. Passons à la troisième grande ligne de faille, la technologie. Là aussi, c'est fascinant parce que c'est complètement à double tranchant. D'un côté, on a des innovations qui nous simplifient la vie, qui rendent tout plus efficace. Et de l'autre, de nouvelles peurs, de nouvelles formes d'anxiété sociale. Prenons la finance. L'intelligence artificielle, c'est l'exemple parfait. C'est génial, un crédit immobilier est traité 2 fois plus vite, un remboursement d'assurance est quasi instantané. Mais le revers de la médaille, c'est que 10 à 20% des emplois dans le secteur pourraient disparaître, surtout dans les centres d'appel. C'est une transformation radicale qui crée autant d'opportunités que d'incertitudes. Cette ambivalence de la technologie, on la vit aussi dans nos relations les plus intimes. La géolocalisation, par exemple. Pour beaucoup, partager sa position en permanence avec ses amis ou son partenaire, c'est un signe d'affection, de confiance. Mais en même temps, voir constamment ce que font les autres peut créer une énorme anxiété. Ce fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. Notre rapport à l'intimité est complètement chamboulé. Et puis, au cœur de la machine, dans la Silicon Valley, il se passe un truc assez dingue. Une sorte de rébellion contre les diplômes prestigieux. De plus en plus de jeunes entrepreneurs disent « l'université, c'est trop lent, trop cher, et en plus c'est trop rigide idéologiquement. » Ils préfèrent se lancer directement. Ok, une révolte contre l'éducation d'élite, pourquoi pas? Mais la vraie question c'est, qui sont les leaders de ce mouvement?
Et c'est là que ça devient savoureux. Quand on regarde qui sont les porte-paroles de ce mouvement anti-diplôme, eh bien on retrouve Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, que des gens qui sont passés par Stanford, Harvard ou Penn. C'est un paradoxe total. On a l'impression qu'ils critiquent un système qui leur a justement permis d'être là où ils sont. Bon, on a vu les grandes tensions mondiales, économiques, technologiques, mais au final tout ça, comment est-ce que ça nous affecte au quotidien? Comment est-ce que ça abîme ce qui nous relie les uns aux autres, ce qu'on appelle le tissu social? Eh bien, ça commence très très tôt. Une nouvelle étude nous apprend qu'en France, 1 enfant sur 6 est victime de harcèlement à l'école primaire. 1 sur 6, c'est énorme. Ça veut dire que la violence s'installe dès le plus jeune âge, dans l'endroit même où on est censé apprendre à vivre ensemble. Et puis, il y a ce débat qui peut paraître anodin, mais qui en dit long. L'idée de créer des wagons de TGV sans enfants. Alors, simple recherche de tranquillité pour certains, ou le signe qu'on ne supporte plus de partager les espaces publics. Ça pose une vraie question. Est-ce qu'on est en train de se segmenter, de créer des bulles, des espaces séparés pour chaque catégorie de la population? Cette fragmentation, elle touche aussi la confiance dans nos institutions. Regardez les médias. De l'extrême gauche à l'extrême droite, on observe le même phénomène. Des attaques de plus en plus virulentes contre la presse. Le problème, c'est que quand on discrédite les journalistes, c'est le débat public tout entier qui en prend un coup. C'est la confiance qui s'évapore. Mais il y a quand même des signes de résistance. Et ça vient parfois de là où on s'y attend le moins. Des étudiants d'AgroParisTech, une école d'élite, qui occupent leur campus. Ils protestent contre l'influence des multinationales et beaucoup d'entre eux refusent les carrières en or qu'on leur promet pour devenir agriculteurs. C'est une quête de sens radicale, un rejet du système de l'intérieur. Alors, au final, que retenir de cette journée du 23 janvier 2026? Plus que des infos isolées, on y a vu le portrait d'un monde traversé par de profondes fractures. Un monde qui semble se diviser, se fragmenter. Et ça nous laisse avec une question immense en fait. Si tout nous pousse à nous séparer, qu'est-ce qui peut encore nous tenir ensemble?